Bonjour et bienvenue au château du Saillant. Le château du Saillant est construit sur la commune d'Andelat, petite commune située à quelques kilomètres de Saint-Flour. Ce château est construit sur un éperon rocheux. Particularité de cet éperon rocheux, c'est sa hauteur. Il a une hauteur de 30 mètres sur 3 côtés, ce qui rendait le site en fait totalement inaccessible. Ce château est la propriété de M. Lombardi depuis 1997. M. Lombardi est un architecte américain qui vit donc aux États-Unis, qui est spécialisé dans la restauration de bâtiments et monuments historiques. En fait, quand il rachète le château, il rachète une véritable ruine. Les toits ont été refaits, ça prenait l'eau partout, les tours ont été reprises parce qu'elles menaçaient de s'écrouler. Bien entendu, à l'intérieur du château, il n'y avait quasiment plus rien. Il faudra 20 ans de restauration pour voir le château comme vous allez le voir. Je vous invite donc maintenant à me suivre à l'intérieur du château. Nous allons commencer notre visite par la partie médiévale. Nous poursuivrons par la partie du 19e et en fin de visite, je vous ferai voir quelques pièces qui normalement sont totalement fermées au public. Donc nous nous trouvons dans la partie la plus ancienne du château. Bien entendu, à l'époque médiévale, c'était des grandes pièces qui allaient d'un bout à l'autre. C'est Marie Reynaud, 19e, qui va restructurer l'intérieur du château et c'est à ce moment-là que les cloisons et les portes apparaîtront. Ce qu'il faudra surtout regarder en fait dans cette pièce, ça sera la cheminée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agira d'une des rares cheminées d'origine que vous verrez du château. Malheureusement, quand ce château a été abandonné, il a été pillé, les cheminées ont disparu. Celle-ci avait été déplacée par Marie Reynaud, 19e, dans la grande salle. Elle est revenue ici, c'est son emplacement d'origine et elle a été restaurée comme elle était faite à l'époque. À cette période-là, on est vraiment dans une période où on peignait tout. C'est de la peinture qui a été posée dessus et elle date du XVIe siècle. Pendant la visite, vous allez voir que M. Lombardi a quand même mis à cœur de faire une restauration au plus proche de ce que le château a pu être. Et tout le mobilier que vous verrez à l'intérieur a été aussi racheté. Vous pourrez voir des objets de collection dans presque toutes les pièces, et notamment dans celle-ci où nous pouvons voir l'arbalète qui date du XVIIIe siècle, tout comme le coffre que vous verrez ici, un coffre typiquement auvergnat fabriqué à Salers à la fin du XVIIIe siècle. Juste derrière moi, vous voyez donc un escalier qui va être ajouté donc à la restauration à la demande de M. Lombardi. Cet escalier nous permettra de visiter la grande salle, le témoin de la période médiévale ici au château. Mais avant tout, on va aller visiter les pièces de vie et notamment la salle à manger. Alors, nous nous trouvons ici dans la salle à manger du château, salle à manger qui va être installée ici donc au XIXe siècle par Marie Reynaud. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand M. Lombardi rachète le château, son but à lui, c'est quand même de faire une restauration au plus proche de ce que le château a pu être, et notamment donc au XIXe siècle. Archéologues, géologues, historiens, tout le monde viendra ici sur le site pour faire un maximum de prélèvements et de recherches pour mener à bien cette restauration. Au moment où ils vont faire cette recherche, en fait, ils auront de la chance de découvrir des endroits comme sur le mur tout au fond, où il y avait encore des traces de papier peint d'origine du château, ce qui prouve que ce château était tapissé au XIXe siècle. M. Lombardi va faire appel à la manufacture Zuber, qui lui refabriqua tous les papiers peints du château, à l'identique de ce que vous auriez pu voir au XIXe siècle. Le mobilier que vous verrez dans cette pièce est dans un style Louis XIII. Pourquoi? Tout simplement parce que les fauteuils que l'on verra juste après au salon étaient présents ici au moment de l'achat. Il est resté dans le même style. Les chaises ont été achetées et ont été entièrement restaurées. Ce que l'on peut voir dessus, c'est du cuir qui est peint. La table a été fabriquée par un ébéniste de Saint-Flour et la faïence qui était posée dessus a été fabriquée donc pour le château à Saint-Amand et à Mages. Alors ce modèle que vous voyez ici est un modèle Fontana existant au XIXe siècle, mais à l'époque il était extrêmement rare. Donc après un bon repas, quoi de mieux que d'aller faire un moment de détente dans le salon. Donc nous nous trouvons ici dans le salon du château. Alors, dans cette pièce, vous allez retrouver une grosse collection de tableaux. C'est pareil, ces tableaux ne sont pas choisis par hasard. Ce sont en grande partie des peintres auvergnats, célèbres à la fin du 19e ou au début du 20e siècle. S'ils ne sont pas auvergnats, on a au moins des scènes de vie de la région. Pour vous donner un petit exemple, sur le mur juste en face, vous verrez donc l'autoportrait de Maurice Busset. À l'époque, Maurice Busset est quand même très célèbre dans la région. Il est né à Clermont-Ferrand, il gagnera le premier prix des Beaux-Arts et deviendra directeur et conservateur des écoles de Clermont-Ferrand. Le tableau que vous avez juste en dessous, ou les deux grands que vous verrez juste au bout, voilà typiquement le genre de tableau qu'il aimait peindre.
les paysages de la région. Quand il ne peignait pas ça, il peignait les événements marquants. Alors il faut savoir qu'à cette époque-là, ce qui était souvent marquant, c'était les foires aux bestiaux et les foires d'Auvergne. Le parquet que vous pourrez voir dans cette pièce est le parquet d'origine du château, mais là, bien entendu, on est d'accord, on est au XIXe siècle. Le papier peint que vous pourrez aussi voir dans cette pièce a été reproduit suite aux traces retrouvées au-dessus de la cheminée. Pendant la visite, vous verrez que le château est très bien meublé. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand M. Lombardi est présent en France, il vit au château et il vit dans tout le château. Il n'y a pas d'appartement privé. Nous nous trouvons dans la partie la plus ancienne du château. Ils ont donc conservé les latrines et je vous invite à me suivre pour les découvrir. Je vous invite donc à me suivre maintenant et nous allons aller visiter la grande salle du château, salle qui était donc très importante à l'époque médiévale. Donc nous nous trouvons dans la grande salle du château. À l'époque médiévale, ces grandes salles étaient importantes dans les châteaux. C'est ici que le seigneur recevait ses invités. On y faisait la fête, on y faisait les banquets. C'était des pièces qui étaient très vivantes et surtout très meublées. Alors là, elle n'est pas beaucoup meublée. On lui laisse son côté médiéval et on en profite aussi pour rappeler aux gens qu'à cette époque-là, les meubles voyagent avec le seigneur de château en château. Ce que vous verrez ici sur les murs est une représentation de la pierre volcanique qui a été faite en peinture. Si vous regardez bien, les motifs du bas sont beaucoup plus larges que ceux du haut. C'est tout simplement pour donner un aspect de hauteur à la pièce. La cheminée qui est présente dans cette pièce, elle n'est pas d'origine du château. Elle a été rachetée à Saint-Flour et on ne sait pas du tout à qui elle a pu appartenir. Une chose est sûre, un château ou une grosse demeure de la région parce qu'elle est quand même très imposante. Cheminée qui va être montée à l'emplacement de la cheminée d'origine du château et qui sera restaurée dans les tons qu'elle aurait pu avoir à cette époque-là. Le blason que vous verrez dessus, blason de la famille Rochefort-d'Aurouze, seigneur du Saillant de 1300 à 1383. Alors en fait, ce blason a été choisi pour la simple et bonne raison, c'est que c'est cette famille qui va faire construire cet étage du château et l'étage supérieur. Alors cette famille sera propriétaire pendant la guerre de 100 ans. À ce moment-là, ils amèneront beaucoup d'éléments défensifs au château. À gauche de la cheminée, vous pourrez voir le meuble le plus ancien que l'on possède ici au château. C'est un vaisselier auvergnat et il date du XVe siècle. L'instrument de musique que vous pourrez voir au-dessus, c'est une vielle. C'est une vielle à roue qui est beaucoup plus récente. Elle date du XIXe siècle et elle a été fabriquée dans l'Allier. Vous pourrez quand même aussi voir dans cette pièce quelques objets de collection. Nous verrons un casque celtique, 400 ans avant Jésus-Christ. Le casque que vous voyez ici s'appelle un bec de passereau, casque qui était utilisé donc avec l'armure au XIVe siècle. Et l'épée qui est présente ici est une épée française qui date de l'âge de bronze tardif. Situons l'âge de bronze tardif, 10e, 11e siècle avant Jésus-Christ. Je vous invite à me suivre dans la chambre seigneuriale. À l'époque, ces chambres seigneuriales étaient très souvent attenantes à la grande salle. C'était tout simplement des histoires de sécurité. On était tout de suite à côté du seigneur en cas d'attaque pour le protéger. Bien entendu, à cette époque-là, pas de cloison, pas de porte, tout simplement des tentures qui vont séparer les deux espaces, d'où le motif, vous voyez, qui était peint sur la frise qui est tout en bas pour rappeler cette période-là. Dans cette pièce, les couleurs ne sont pas choisies par hasard, c'est les prélèvements sur les murs qui vont faire ressortir la trace de ce pigment un petit peu rouge ocre qui est présent ici dans cette pièce. La frise que vous verrez tout en haut, cette frise reprend tout simplement les motifs présents sur la cheminée. Cheminée auvergnate en bois qui date du XIVe siècle, qui a été rachetée sur une vente aux enchères à Amsterdam. Alors cette cheminée a quand même une petite particularité pour le château ici. Si vous regardez bien, au milieu on trouve un blason
blason de la famille d'Estaing, famille qui fera raccourcir les murs d'enceinte du château. L'ouverture que vous pourrez voir ici est une ouverture d'origine du château. Alors normalement à cette époque-là, pas d'ouverture dans les châteaux, c'est pareil, c'était tout simplement des histoires de sécurité. Mais ici, on est dans un contexte très particulier, on est tout simplement à l'aplomb de l'éperon rocheux. Aucun danger d'être attaqué de ce côté-là, l'ouverture est faite et pour l'époque, elle est même relativement grande. Sur le mur qui est juste en face de moi, vous verrez une différence de couleur. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à l'époque, le château va être transformé en grange et en écurie. Donc les paysans, à ce moment-là, vont faire 2 ouvertures sur la façade, des rampes qui vont descendre dans le parc. Ça sera beaucoup plus simple en fait pour monter le foin à l'étage. Monsieur Lombardi a voulu garder une trace de ceci, c'est pour ça que vous pouvez voir cette différence sur le mur. Donc nous avons fait le tour de la partie médiévale, nous allons donc entrer dans la partie du 19e, mais avant on va faire un petit détour dans la grande salle pour vous parler de ce parquet. Le parquet que vous pourrez voir dans cette pièce en fait est le parquet d'origine du château. On est typiquement sur un parquet qui pourrait ressembler à un plancher de grange. Il a été tout simplement teinté et ciré et il date du XVIIIe siècle. Donc nous quittons la partie médiévale, nous allons rentrer dans la partie du 19e. Comment le sait-on ? Tout simplement parce qu'à la Restauration, certaines traces ont été retrouvées, et notamment la meurtrière que vous voyez juste ici qui date du XIVe siècle et qui nous prouve donc en fait qu'à l'époque, ce château se terminait juste là. Alors, nous rentrons donc dans la partie du 19e siècle. On se trouve tout simplement au-dessus du porche. Dans cette partie, vous allez voir qu'on va retrouver quelques chambres, en fait, notamment cette chambre gothique. Alors, chambre gothique, tout simplement par rapport au mobilier que vous verrez à l'intérieur. Mobilier très à la mode, notamment à la fin du 19e siècle. Dans cette pièce, peinture, papier reproduit à l'identique et surtout ce plafond. Le plafond, on a l'impression qu'il est travaillé, qu'il est sculpté. C'est tout simplement un papier peint travaillé avec des zones d'ombre qui vous donne cet aspect de profondeur. Ici, nous entrons dans le petit salon du château. Petit salon qui a été reproduit suite aux traces retrouvées sur les murs. Parce que dans cette pièce séparée, si vous regardez bien, tout est fait en trompe-l'œil. C'est du papier peint qui est posé donc absolument partout. Les tableaux qu'on voit à l'intérieur sont aussi des laits de papier peint. On appelle ça des panoramas. On est vraiment au 19e siècle. On est dans cette période où le trompe-l'œil arrive d'Italie et va inonder les châteaux et les grosses demeures françaises. Donc bien entendu, cette pièce est aussi utilisée quand Monsieur Lombardi est présent en France, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est la seule pièce où il y a une télé dans le château, et celle-ci a été dissimulée derrière les portes du meuble que vous voyez juste ici. Alors ici, vous arrivez dans la chambre Renaissance. Renaissance, c'est pareil, ça sera par rapport au mobilier que vous verrez à l'intérieur. Alors, dans cette chambre, vous verrez en haut que l'on a encore une trace d'ouverture. Cette trace a été conservée par Monsieur Lombardi pour expliquer aux gens qu'en fait le château a été construit sur plusieurs périodes et à chaque fois les ouvertures avaient été conservées. C'est une trace en fait de la construction du château. Particularité de cette chambre, en fait nous sommes dans la chambre de Marie Reynaud quand il est propriétaire du château au 19e siècle. Alors le mobilier que vous voyez ici était présent donc au moment de l'achat, il est resté tel qu'il était. Et en objet de collection, dans cette pièce, on pourra avoir une ceinture de chasteté qui date du XVIIe siècle. Je vous invite à me suivre maintenant dans la bibliothèque du château. À l'époque, cette pièce, c'est la chambre de la femme de Marie Reynaud quand ils sont propriétaires du château. La bibliothèque que vous voyez ici est un des rares meubles présents au château quand Monsieur Lombardi achète. On est dans un style gothique du 19e siècle. Tous les meubles de la pièce vont être achetés en fonction pour ne pas dépareiller avec cette magnifique bibliothèque. Alors le mobilier que vous verrez ici, lui par contre, est un peu plus récent. Beaucoup de meubles ont même été fabriqués avec les poutres de la cathédrale de Reims quand elle a été bombardée. L'ouverture que l'on voit ici est une ouverture d'origine du château. C'est Marie Reynaud qui fera faire cette ouverture pour son épouse, une fenêtre sur balcon. La cheminée que vous voyez ici, cette cheminée, celle-ci par contre, on sait d'où elle vient, pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle était présente dans le donjon, elle a été transférée ici au moment de la Restauration et elle date du XVe siècle.
Et comme vous pouvez le voir, on va être dans ce que l'on va appeler le cabinet des curiosités du château. Beaucoup d'objets de collection qui dateront de périodes totalement différentes. On va retrouver des jeux d'échecs qui sont présents dans quasiment toutes les pièces du château. Collection de pipes qui commencera sur le meuble ici et qui se terminera sur celui-ci. Et vous pourrez aussi voir une très belle voiture. Cette voiture est une Bugatti. C'est un modèle motorisé pour enfants qui a été fabriqué dans les années 33-36. Cette pièce a quand même une petite particularité. Elle nous permet d'accéder directement à la chapelle et ce passage est un passage secret. Nous ouvrons tout simplement les portes du meuble qui est présent ici pour pouvoir accéder à la chapelle. Chapelle que je vous ferai visiter dans un petit moment. Donc nous avons fini la visite du premier étage du château. Je vous invite à me suivre donc au deuxième étage, partie qui normalement est fermée au public. Avant de quitter cette pièce, quand même un petit clin d'œil à la statue que vous verrez ici au milieu de la baie vitrée. Bien entendu, on est en Auvergne, c'est Vercingétorix. Donc nous venons de visiter pas mal de pièces du château et une question qui revient très souvent en fait, c'est comment se lave-t-on dans ce château parce que nous n'avons pas vu de salle de bain. Donc les salles de bain sont fermées au public parce qu'il s'agit de pièces qui ont été aménagées dans les tours et qui sont donc toutes petites. Je vous invite quand même à venir visiter celle-ci qui est très originale. Il s'agit de la salle de bain de Madame Lombardi quand ils sont présents ici au château. Donc nous nous trouvons au deuxième étage du château. Normalement, cet étage ne se visite pas. Il s'agit tout simplement de chambres qui ont donc été restaurées dans le style du 19e. Alors bien entendu, contrairement à celles que l'on a vues à l'étage en dessous, vous verrez que celles-ci sont beaucoup plus petites parce qu'il s'agissait à l'époque tout simplement des chambres de bonne. Donc comme vous pouvez le voir, le château est entièrement restauré et il est même restauré jusqu'en haut des tours. Je vais vous amener voir une pièce un petit peu particulière, mais en attendant, en passant, je vous laisse regarder quand même cette baignoire à hanches qui date du 19e siècle. Et nous voilà donc en haut d'une des deux tours les plus anciennes du château. Vous pourrez voir cette charpente qui a été entièrement refaite et restaurée. Et cette pièce a été transformée en atelier d'artiste. Je viens de vous faire voir une tour où la charpente a été restaurée, mais je tenais quand même à vous faire voir une pièce où il y existe encore la charpente d'origine du château. Celle-ci se trouve donc en haut de l'escalier, escalier que nous avons emprunté pour nous rendre à la grande salle. Donc nous avons fait le tour des parties privées. Je vais vous amener comme promis visiter la chapelle, mais avant ceci, je voudrais quand même vous faire visiter la cuisine du château, cuisine qui est très bien restaurée. Donc nous nous trouvons ici dans une petite salle à manger du château. En fait, c'est une salle à manger qui sert très souvent, même quand M. Lombardi est présent. Quand ils ne sont pas nombreux, les repas se prennent ici. C'est quand même un petit peu plus chaleureux à 2 ou à 4 que dans la grande salle à manger. Alors cette pièce est petite pour la simple et bonne raison, c'est qu'à l'époque, il s'agissait de la pièce des bonnes. Nous voici donc dans la cuisine du château, cuisine qui a été transférée ici au 19e siècle par Marie Reynaud et qui a donc été entièrement restaurée. Bien entendu, on verra un très beau piano de cuisine fabriqué donc pour le château par les établissements La Cornue, mais je pense quand même que la plus belle chose que vous verrez dans cette pièce, ça restera cette faïence. Et cette faïence est très particulière. Monsieur Lombardi a fait appel à un artisan de Nevers à qui il a confié des photos d'objets que l'on possède au château, les monuments de la région ou des cartes postales auvergnates datant du 19e siècle et il a fait fabriquer les carreaux de faïence. Il y en a 400, ils sont tous différents les uns des autres. Tous les cuivres que vous verrez ici donc, ont été fabriqués à Villedieu-les-Poêles en Normandie et ils ont donc été estampillés pour le château. Dessus, on retrouvera le sanglier, emblème du château, et juste en dessous, la lettre S pour le saillant.
Donc l'évier que vous verrez ici est un évier en pierre, hein. C'est de la pierre volcanique qui est extraite ici dans la région. Alors, il s'agit de la même pierre que vous voyez ici au sol, ce dallage, hein. La seule différence entre les deux, c'est qu'au sol, elle est sciée, elle reste brute. Par contre, pour faire un évier, un plan de travail ou un bac à douche, il faut la rendre beaucoup moins poreuse et elle est tout simplement polie, cette pierre. Une fois qu'elle est polie, elle ressort noire, comme on a pu le voir en peinture dans la grande salle. Chose promise, chose due, on va tout de suite aller visiter la chapelle. Donc nous nous trouvons ici dans la chapelle du château, chapelle construite donc au XIXe siècle, hein. Les vitraux que vous pourrez voir ici sont les vitraux d'origine de la chapelle, ils sont donc du XIXe siècle. Tout autour des murs, vous verrez un chemin de croix. Ce chemin de croix comporte 14 stations. Les 14 stations datent du XIXe siècle. Ce sont des émaux de Limoges. Nous avons quand même la particularité d'avoir deux objets assez rares ici dans cette chapelle. Le premier, c'est ce que l'on appelle donc le calvaire. Alors, ce calvaire, hein, acheté à Saint-Flour, il date du XVe siècle. Il a quand même une particularité, c'est qu'il est gravé sur les deux faces, ce qui se faisait rarement donc à cette époque-là. En haut des murs, vous verrez donc des vierges noires en hommage à la Vierge Noire du Puy-en-Velay. Nous ne sommes pas loin du Puy, pas loin non plus des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et la Vierge qui est présente ici sur l'autel, hein, est donc un des objets les plus anciens que l'on possède ici au château. C'est une Vierge en bois qui date du XIIe siècle. Elle est très bien conservée. Cette Vierge a pu être datée pour la simple et bonne raison, c'est qu'à cette époque-là, on peignait tout. Quand M. Lombardi rachète cette Vierge, les experts retrouveront des traces de polychrome sur ses chaussons, c'est ce qui permettra de la dater. Alors il faut savoir qu'au XIe et XIIe siècle, hein, c'était des vierges qui étaient présentes dans beaucoup de régions, mais par contre ici en Auvergne, on était quand même très riche de ce genre d'objets qui étaient sculptés. La posture que vous voyez est ce que l'on appelle le trône de sagesse. Marie forme le trône avec son corps et la sagesse est représentée par Jésus qui est assis sur ses genoux. Nous voilà donc de retour dans la cour intérieure du château. Juste un petit mot par rapport au bâtiment que vous voyez donc au bout de la cour, hein. Ce bâtiment, en fait, il s'agit tout simplement du donjon du château. C'est la pièce la plus ancienne ici au château. Alors, à l'époque, hein, ce donjon était beaucoup plus haut. Il va être tout simplement rasé en 1633 par la famille d'Estaing, qui à l'époque est propriétaire du château. Et à ce moment-là, donc, le donjon sera raccourci, ainsi que les murs d'enceinte qui étaient donc tout autour du château. C'est ainsi que se termine notre visite. J'espère que vous avez passé un agréable moment et que ces images vous donneront envie de venir nous rendre visite au château du Saillant pour une visite guidée complète du château.